Bonsoir, première de 2 émissions spéciales en cette fin d'année sur le site de Tour et Taxi, le site qui accueille traditionnellement la Foire du Livre de Bruxelles. Et cette année, justement, pendant la Foire du Livre, nous avons réalisé, les chroniqueurs et moi, des interviews avec des auteurs coup de cœur, des auteurs que nous voulions vous présenter en cette fin d'année. Alors il y aura aussi, bien entendu, des conseils de lecture, comme toujours, des chroniques de chacun des habitués de l'émission, avec des livres à mettre au pied du sapin ou à consommer dès maintenant, sans modération. On retrouve Michel, on y va, on commence. Michel, parmi les auteurs que vous aviez envie de nous faire découvrir, il y a Marin Ledain, auteur que on connaît déjà si on est un fidèle téléspectateur de Livre à domicile, parce que vous en parlez souvent dans notre émission. Français, évidemment. Français, oui, c'est un auteur que j'aime tant pour son écriture, mais aussi humainement et par rapport au thème qu'il aborde. C'est vrai que c'est un de ces auteurs qui me touche fort. Alors, le livre dont vous allez parler, Au fer rouge, avec lui dans l'interview qui va suivre, c'est un livre assez politique qui parle de l'ETA au Pays Basque. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes venu avec Cher pays de notre enfance, qui est un autre livre politique. Voilà, oui. Et bien là, je vais un peu sur le plate-bande, puisque c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée reportage. Donc, on a 2 auteurs, Davodo, dessinateur, Colomba, journaliste, qui se mettent en scène parce qu'ils mènent une enquête. Ils partent d'un assassinat, qui est l'assassinat du juge Renaud. Alors, souvenez-vous bien, il était surnommé le shérif. Alors là, oui, un film avec Patrick Devers et ainsi de suite. Affaire qui était classée. Et eux reviennent sur les lieux du crime et surtout réinterrogent aujourd'hui toutes les personnes qui ont connu l'affaire. Des flics, des magistrats, des greffiers. Voilà. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait de la France des années de plomb, puisque c'est une France où on parle beaucoup du SAC, un service d'action civique, qui n'a civique que le nom. Donc c'est un moment bizarre où on mêle le grand banditisme, des affaires politiques, du financement de partis, des hold-up, plein de monde extraordinaire tels que Charles Pasqua, le RPR, Jacques Chirac, et ainsi de suite. Il ne faut pas être un spécialiste de la politique française pour comprendre. Donc ça nous parle d'une époque. Ça nous parle d'une époque au sens très large aussi, puisqu'on parle de l'assassinat de juges en Italie, les juges anti-mafia, des brigades rouges, des stay behind, le fameux réseau Gladio dont on a souvent parlé en Belgique. Voilà. Bref, c'est toute une époque. Et j'aime bien cette démarche d'aller sur le terrain enquêter auprès des gens de terrain et de le dire. Marin Ledain, c'est de la fiction. Et lui a rencontré en fait énormément de militants basques. Il parle de la face cachée de la lutte contre l'ETA, qui mêle aussi des groupes mafieux, des groupes politiques, des groupes d'extrême droite et ainsi de suite. Et c'est vraiment des super romans. Il déteste qu'on dise que c'est son diptyque basque, ça il le dira bien dans l'interview, mais ça reste quand même vraiment des romans, j'adore. Alors, je rappelle le titre, donc c'est Au fer rouge. On va regarder cette interview avec vous et Marin Ledain. Marin Ledain, pour l'occasion, pas d'interview traditionnelle, mais un petit jeu. Je vous ai préparé une série d'images. Et pour chaque image, lâchez-vous, dites-moi à quoi ça vous fait penser. Et quand vous avez envie de vous taire, hop, on change d'image. D'accord. Alors, le drapeau basque, c'est un peu l'histoire de mes 2 derniers romans. Alors, paradoxalement, c'est l'image qu'on retient, c'est le Pays basque. Alors que moi, j'ai vraiment écrit 2 romans sur la démocratie française qui se passe au Pays basque. Et d'ailleurs, 3/4 des romans se passent dans le département des Landes, qui est donc pas du tout au Pays Basque Nord. Bizarrement, le lecteur retient le Pays Basque. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élément central qu'on retient sur ces 2 romans, L'homme qui a vu l'homme et Au fer rouge. Et donc, du coup, il y a un lien qui s'est tissé malgré moi avec le Pays Basque, à travers certains des protagonistes de mes romans que j'ai rencontrés après la publication des romans. Et il y a des liens qui se créent avec ce Pays Basque dont j'ignorais à peu près tout sauf le nom et le piment d'Espelette il y a même pas 10 ans, quoi. C'est vraiment étrange parce que je voulais pas écrire sur le Pays Basque. Vraiment, l'idée, c'était de travailler sur la notion de démocratie, sur le fait qu'on puisse avoir le soupçon qu'il y ait des tortures qui soient faites, des enlèvements, des tortures qui soient faites au nom de la démocratie et de la lutte antiterrorisme sur le territoire français, alors sur le territoire espagnol aussi, mais sur le territoire français. Mais il se trouve que ça se passe au Pays Basque, voilà. Alors, la maison d'arrêt. La maison d'arrêt de Bayonne, c'est le début de l'histoire en fait de ces 2 romans. Moi, je menais en 2009 un atelier d'écriture à la maison d'arrêt de Bayonne. Suite à cet atelier, il y a eu une rencontre, un débat qui a été organisé à la médiathèque municipale de Bayonne. Je venais de publier mon 2e roman, j'étais un illustre inconnu, et il y avait 250 personnes dans la salle qui m'attendaient. Alors, petit détail, elles ne m'attendaient pas moi, elles attendaient la personne qui était avec moi, les 2 personnes plus précisément. Quelqu'un qui s'appelle Gabri Mouechka, qui était le numéro 2 d'un mouvement qui s'appelle Iparetarak,
qui est le mouvement indépendantiste du Pays Basque Nord. Et la deuxième personne était un journaliste qui s'appelle Ramucho Garbichou, qui enquêtait sur l'affaire Yonanza, qui m'a inspiré L'homme qui a vu l'homme et qui m'a donné toute sa documentation, en tout cas qui m'a aidé à me documenter pour ce roman en particulier. L'écriture. Alors je suis content qu'il y ait cette image parce que le problème de mes romans de critique sociale et de littérature populaire, c'est qu'on parle surtout de la critique sociale et on parle souvent, je trouve, pas assez de mon métier, de notre métier, qui est celui de raconter des histoires et de travailler le style. Et il y a, on va dire, les 95% du boulot, une fois la documentation mise de côté, c'est de travailler sur les phrases, c'est de passer une journée sur un bout de paragraphe. Alors évidemment, les bouquins, ils sont faits pour être dévorés en 2 heures, 3 heures ou 2 jours, mais il y a vraiment tout ce travail qui est fondamental sur comment on construit une histoire et comment on construit son style. Et j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas écrivain, je suis écrivant, c'est-à-dire que tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure et ça se pratique de bouquin en bouquin, c'est-à-dire une espèce de fil rouge qui n'a rien à voir avec les sujets du livre et qui est le cœur de mon métier, quoi. Les visages écrasés, un roman qui est paru en 2011, qui a une belle histoire parce qu'il a été refusé par tous les éditeurs, y compris l'éditeur que j'avais à ce moment-là, qui était à l'époque la série noire de Gallimard. Et il y a un éditeur qui s'appelle Le Seuil qui a accepté de publier ce roman assez courageusement, sans le modifier, sur un sujet qui m'était à la fois personnel, parce qu'il est question de souffrance au travail et de suicide au travail, et notamment, on se souvient en France du contexte des suicides à France Télécom. Et ça a été le début d'une belle aventure avec cet éditeur. Ça m'a permis de rencontrer d'autres éditeurs qui m'ont publié après. Ça m'a permis aussi très rapidement en fait, d'être contacté par un réalisateur qui s'appelle Jean-Paul Lilienfeld, qui a posé une option pour en faire un film. Finalement, ça ne s'est pas fait. Grâce à lui, j'ai rencontré Isabelle Adjani, qui vient juste de racheter les droits de ce bouquin, qui va rentrer en tournage par un réalisateur français qui s'appelle Louis-Julien Petit, qui vient de sortir son premier film qui s'appelle Discount, qui est vraiment très très bien, une comédie sociale remarquable. Et voilà, c'est donc une belle aventure qui continue et qui fait écho à mon passé de chercheur à France Télécom. Alors il y a comme une espèce de juste retournement des choses. Alors Amila Meker, ça c'est d'abord c'est un écrivain de romans noirs absolument fantastique. Moi j'ai connu Amila Meker d'abord en lisant sans savoir, je ne regarde pas forcément le prénom de l'auteur ni son visage d'ailleurs. L'homme qui a vu l'homme a reçu l'an dernier un beau prix qui s'appelle le prix Jean-Amila Meker, qui est remis dans le cadre d'un festival Colère du Présent, qui est organisé par Colère du Présent, et qui est vraiment un prix qui récompense un ouvrage de littérature populaire et de critique sociale. Et ça fait maintenant 5-6 ans que je défends le fait d'appartenir à cette littérature-là, qu'est le roman noir. Et voilà, c'est vraiment une belle récompense pour ça. Et puis pour conclure, cette image me rappelle une séance de photos particulièrement douloureuse. Je déteste être pris en photo, ça a duré des heures. Et au final, désespéré, le pauvre photographe s'est vu offrir une bière. On s'est mis en terrasse, il a sorti son appareil après 2-3 bières et finalement ça a donné une photo qui a pu être exploitée. Il paraît que je fais la tête sur cette photo, mais ça me correspond assez bien. Voilà. Merci. Avec plaisir. Gurion, j'ai l'impression que vous êtes resté un grand enfant quand je vous vois avec cette petite voiture. J'adore, hein, une Vaillante Formule 1 de 2003, et Michel Vaillant au volant. Bah, vous savez, moi, la Formule 1, et puis Jean Graton, c'est la bande dessinée que j'aime et que je lis depuis des années. Jean Graton, c'est évidemment le papa de Michel Vaillant. Jean Graton, il est né à Nantes, c'est un Français, il a débarqué à Bruxelles en 1947 pour faire du dessin. Il n'avait aucune formation, mais il est arrivé chez Spirou, puis il a travaillé chez Tintin, et en 1957, il va créer le personnage hyper connu de Michel Vaillant, qui est le premier personnage de BD qui soit un pilote automobile. Ça a l'air de rien, mais c'était totalement novateur. Jean Graton, il a d'autres faits de gloire. C'est le premier auteur de BD à avoir offert une famille à son personnage. Oh, ça n'existait pas. Ah oui, quelle j'ai une famille. Très belle image par rapport à la famille. Ah, la famille Vaillant, bah ouais, il y a le papa Henri, le frère Jean-Pierre, et puis la maman, la belle-sœur. Et puis surtout, il y a le héros qui donne le biberon. Le héros Michel Vaillant qui donne le biberon à son neveu. Hein. C'est pas encore courant, son fils, c'est pas courant. C'était le premier à faire ça, Jean Graton. C'est aussi le premier à avoir dessiné des véhicules en mouvement. Figurez-vous que seul Franquin et lui étaient capables à l'époque de dessiner des vélos de 3 quarts. La plupart des dessinateurs
dessiner des vélos de profil ou de face, eh bien eux c'était de 3/4. Donc il y avait quand même une vraie technique commune. C'est aussi un des premiers auteurs de BD à avoir créé sa propre maison d'édition, Gratton Éditeur, avant Uderzo et Goscinny qui ont fait la même chose plus tard. Et puis Michel Vaillant et Jean Gratton sont aujourd'hui les héros d'une monumentale biographie illustrée de Xavier Chimitz et Philippe Gratton. C'est la même que je tiens entre les mains. Voilà, qui est magnifique, qui est sortie chez Hors Collection il y a quelques semaines. Elle est abondamment illustrée et elle retrace toute l'histoire de Jean Gratton, mais aussi de Michel Vaillant, en analysant la politique chez Michel Vaillant, la place des femmes, la place des journalistes, la place des vrais pilotes, des pilotes comme Jacques X, comme Niki Lauda, comme Alain Prost ou Ayrton Senna, qui ont participé aux aventures de Michel Vaillant. Et puis, vous le savez peut-être, Michel Vaillant existe toujours depuis 1957, c'est plus de 20 millions d'albums vendus. Jean Gratton lui-même aujourd'hui, c'est un vieux monsieur, donc après que Philippe Gratton, son fils, ait participé au scénario, maintenant Jean Gratton s'est totalement retiré de la bande dessinée, mais Michel Vaillant n'est pas mort, puisqu'il y a une nouvelle saison de Michel Vaillant qui est à mes pieds. Qui est à vos pieds, qui compte 4 tomes jusqu'ici, et qui est scénarisé par Denis Lapierre. Denis Lapierre, moi je l'ai connu à l'époque quand je lisais Spirou, c'est lui qui avait scénarisé la série Charlie. Vous vous rappelez, un petit garçon qui avait acheté un vaisseau spatial jouet, et qui en fait n'était pas si jouet que ça, puisqu'il était capable de tirer des lasers. Moi j'avais adoré cette série de science-fiction presque en bande dessinée. Et puis il se retrouve de manière un peu surprenante à reprendre les histoires de Michel Vaillant, ce qui n'est pas si étonnant que ça quand on connaît sa carrière, parce que Denis Lapierre, il s'est aussi très tôt intéressé au sport automobile. Il a même dessiné une série lui-même, avec un pilote automobile. Et figurez-vous que Denis Lapierre, il nous a tout raconté ici, à la Foire du Livre, rien que pour nous. Il y avait un peu plus de monde, hein. On se Bien sent sûr. un peu seul aujourd'hui. On était bien installés dans des petits fauteuils, mais c'est vrai qu'ici, c'est chouette d'avoir la foire rien que pour nous. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça résonne. Denis Lapierre, quand on jette un coup d'œil sur votre bibliographie, on pourrait être surpris par la présence de Michel Vaillant, parce que vous êtes plus habitué à d'autres choses. Mais quand on fouille un peu, on voit que finalement vous êtes assez lié au sport automobile, parce que je pense que très très jeune, vous avez eu un lien avec les voitures de course. D'abord, ma première série en bande dessinée, c'était l'histoire d'un pilote automobile, Mauro Caldi. Ça se passe dans les années 50, dans l'Italie des années 50, mais oui. Et puis avant de faire de la bande dessinée, quand j'étais encore étudiant à l'université en sociologie, j'ai eu l'opportunité de faire une saison de Formule forte et de tout quitter, puisqu'il fallait tout quitter. Et d'aller habiter au-dessus d'un garage à Zolder, à côté de la piste. Ouais. Voilà. Et j'ai pas osé. Pourquoi? Sans doute qu'il fallait pas que je le devienne. Vous auriez pu être bon, vous étiez rapide. J'étais suffisamment bon pour que Pilette et Marc Duez et d'autres tout de même. me trouvent ce volant et voilà. Mais j'étais sans doute pas fait pour ce métier. Il faut être complètement fou pour faire ça. Donc j'étais pas assez fou, je crois. Et vous lisiez Michel Vaillant? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces lectures de Michel Vaillant? Mais ce qui est le plus drôle, c'est que, évidemment, comme tout auteur de bande dessinée, quand j'étais petit, j'ai moi-même mes bandes dessinées. Et donc, mes premières bandes dessinées, je recopiais les Michel Vaillant. Voilà. J'en ai pas retrouvé. J'ai demandé à ma mère de pouvoir fouiller dans mes affaires, mais j'ai plus retrouvé. Mais je m'en souviens très bien. Je faisais les petites bandes dessinées et j'ai recopié les... D'ailleurs, c'était les Michel Vaillant qui passaient dans les Tintin Pocket parce que c'était plus facile pour recopier. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans Michel Vaillant? C'était les voitures de course, l'ambiance familiale? Ouais, c'était les voitures probablement, oui. J'ai regardé comment il dessinait les BMW, les Ford Capri et je les recopiais. Michel Vaillant, c'est quand même pratiquement plus de 60 albums. Et pourquoi soudainement il a fallu orienter différemment la série et entamer une nouvelle saison? Il y avait la véritable envie de moderniser la série, de la rendre plus actuelle, plus proche de l'esprit des séries télé aujourd'hui. Donc de faire de Michel Vaillant, tout en gardant les fondamentaux, de faire de Michel Vaillant quelque chose de vraiment actuel qui pourrait retrouver un public qui connaît la série, puisque Michel Vaillant est très connu, mais qui ne l'est plus parce que c'est pour lui un peu désuet, à la limite c'est du passé. Donc il fallait le réancrer dans le présent. Et comment on fait pour le réancrer dans le présent? Il y a quelques pistes, il y a un peu plus de violence, le fils de Michel est en danger, il y a un peu plus de poitrine, il y a une planche où on voit des seins nus, ce qui est quand même très rare dans Michel Vaillant, et puis l'électricité aussi en course qui apparaît. Non, c'est des détails. En fait, l'essentiel, c'est de recréer des vrais personnages. Et des personnages beaucoup moins... Il ne faut pas oublier que Michel Vaillant est né avec les stéréotypes des années 50-60, et que là, il fallait gommer tous ces stéréotypes qui étaient encore gardés. Et faire une vraie refondation de chaque personnage, un par un, et de voir et de leur apporter une petite part d'ombre, donc de rajouter un peu des défauts, ce qu'ils n'avaient pas trop en fait à l'époque. Et quand ils en avaient, c'était vite gommé au fil des histoires. Donc on pense à la femme de Michel, Françoise, qui au départ est une petite peste, donc c'était intéressant.
Et puis, une fois qu'elle est devenue la femme de Michel, elle est devenue un personnage un peu neutre. Donc, à moi de rendre aujourd'hui qui est Françoise, qui est Michel, qui est Steve, pourquoi, que vont-ils faire. Et donc, par exemple, de faire de Steve Warson quelqu'un qui était approché pour faire de la politique et pour devenir sénateur au Texas, ça nous paraissait très intéressant. Par exemple, voilà. Alors du coup, qui est Steve Warson dans ces cas-là? C'est pas juste le Yankee qui fait rire et qui est le faire valoir de Michel, ça devient un vrai personnage. Et on a fait ça pour tous les personnages de la série, il y en a beaucoup. Et ça se verra petit à petit. Ouais. Voilà, ça se verra petit à petit au fil des albums, ça. Et la course reste quand même au cœur des intrigues ou c'est devenu périphérique? La course reste au cœur des intrigues parce que c'est l'ADN de la famille Vaillant, c'est l'ADN de la série Michel Vaillant. Donc la course, c'est ce qui fait que ça existe, ce qui fait que cette famille est soudée, ce qui fait qu'elle passe par des problèmes ou des tempêtes, mais c'est la course qui est la base de tout. Dans les années 80, beaucoup de pilotes de Formule 1 parlaient de Michel Vaillant, connaissaient Michel Vaillant et avaient parfois découvert la course par Michel Vaillant. Est-ce que vous pensez que dans la génération actuelle des pilotes de course, que ce soit en Formule 1 ou ailleurs, Michel Vaillant reste une référence et une ouverture sur le sport automobile? En tout cas, Alain Prost nous racontait quand même cette histoire que Alain, à la fin de sa carrière, il était toujours pilote, mais son garçon Nicolas, qui est devenu pilote entre-temps, mais à l'époque avait 8 ans, et il ne se rendait pas compte que son père était une star, qui avait été champion du monde de Formule 1 plusieurs fois. 4 fois. Voilà, et il dit, oui, papa, il est comme ça. Et puis un jour, il arrive dans le bureau de son père avec un Michel Vaillant, et il lui dit, papa, t'es dans Michel Vaillant. Ouais. Tu te rends compte? C'est génial. Tu te rends compte? Mais il lui dit, tu sais que je suis champion du monde de Formule 1 aussi? Ça parlait pas. Mais par contre, être dans Michel Vaillant, c'était quelque chose d'important. J'espère que je serai dans Michel Vaillant dans le prochain tome, alors ça, je serai une star aussi. Merci beaucoup, merci, c'était très gentil, monsieur Lapierre. Merci. Laurent, dans quelques instants, on va découvrir avec vous votre interview d'Emmanuel Paul, qui est une auteure belgo-helvète, voilà, qu'on aime beaucoup. Et italienne un peu aussi, elle a un peu de tout. Voilà. Mais enfin bon, elle vit chez nous à Bruxelles. En attendant, vous aviez une autre proposition à nous faire, une proposition de lecture. Oui, qui rejoint mon goût pour l'histoire, avec une des grandes représentantes des historiens, c'est Hélène Carrère d'Encausse, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française, spécialiste de la Russie et qui revient... la mère d'Emmanuel Carrère aussi. Hein. Exactement, qui revient avec un essai autour de ces 6 années qui ont bouleversé le monde, 1985-1991. C'est la chute du mur, c'est la chute de l'Empire soviétique. 6 années donc pour bouleverser nos conceptions du monde dans lequel on vit. Ce qui est formidable avec cet essai, c'est que tout y est expliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir un background, il ne faut pas forcément être un spécialiste de la géopolitique. Carrère d'Encausse revient sur tous les éléments qui ont amené à ce moment où les journaux, la presse du monde entier a déclaré que l'URSS n'existait plus et qu'elle faisait place à la communauté des États indépendants, la CEI. 2 hommes, évidemment, sont essentiels dans ces 6 années, Mikhail Gorbatchev, Boris Yeltsin. Elle revient sur la biographie de chacun. On passe par toutes les velléités d'indépendance des pays, des États qui composaient, des républiques qui composaient l'URSS. On passe par toutes les rivalités de l'appareil. Le début est formidable. Elle nous explique comment l'URSS, depuis au fond plusieurs décennies, était dirigée par de vieux monsieur qui n'étaient pas spécialement intelligents, qui n'étaient pas très cultivés, mais qui au fond avaient une seule envie, c'était de conserver les choses en l'état pour ne pas perdre leurs privilèges. C'est vraiment un essai passionnant. Et puis c'est vraiment un des événements, c'est l'un des événements majeurs du XXe siècle. Oui, qui a changé fondamentalement les équilibres. Et on le voit encore aujourd'hui, à quel point ça a changé le monde. Vous nous rappelez le titre et la maison d'édition? 6 années qui ont changé le monde, donc les années 85-91, la chute de l'Empire soviétique, c'est chez Fayard. Eh bien, c'est formidable. Il nous reste maintenant à parler d'Emmanuel Paul. J'ai juste dit qu'elle était un peu suisse, un peu italienne et beaucoup belge parce qu'elle vit chez nous. Mais qui est-elle au fond? Alors moi, ce que j'aime chez Emmanuel Paul, c'est qu'elle aborde des sujets qui sont
transgressif. Elle parle du sexe, elle parle de l'amour, elle parle des rapports entre hommes et femmes, mais elle le fait sans aucune volonté de provocation. On va la mettre plutôt du côté des audacieux, c'est-à-dire qu'elle parvient à ne jamais aller trop loin, à ne jamais être graveleuse. Elle a une écriture extrêmement précise, c'est du cristal son écriture, pour aborder avec finesse, avec délicatesse, avec une très très grande intelligence, ces sujets qui sont quand même un petit peu scabreux, et puis finalement on n'y comprend pas grand-chose dans les relations amoureuses, des relations intimes entre les uns et les autres. Et je trouve qu'elle parvient à mettre le doigt sur ce qui nous fait comprendre ces petits moments où l'on se sent parfois perdu. On se souvient d'un essai qui s'appelait « La douceur du corset ». Tout premier livre. Tout premier livre, tout est dit dans le titre, c'est-à-dire voilà, ce rapport que l'on peut avoir avec la douleur, avec des choses qui sont parfois un peu transgressives, encore une fois. Et puis en même temps, on ne se sent pas toujours mal là-dedans. Et donc elle parvient vraiment à faire le tableau complet, un paysage très très nuancé de la carte du tendre. Voilà. La carte du tendre, la carte du corps aussi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup du corps. On regarde cette interview que vous avez réalisée avec elle. Emmanuel Paul, ce roman, Le Prix des âmes, je dirais que c'est à la fois un roman intemporel, parce qu'il parle de relations humaines, sentimentales, sexuelles, mais aussi un roman très dans l'air du temps, parce qu'il parle aussi des nouveaux moyens de communication et comment justement ces nouvelles relations sentimentales se jouent à travers ces nouveaux moyens de communication. Oui, c'est vrai, ça traite à la fois de choses vieilles comme le monde et puis à la fois de choses qui passent par des canaux modernes. On peut dire. Avec un personnage, Lucie, qui est donc, je dirais, une femme de tous les jours, une femme qu'on rencontre au coin de sa rue et qui décide de prendre son destin en main et de tenter une aventure presque par hasard, c'est-à-dire l'aventure des relations sexuelles tarifées. C'est une femme d'aujourd'hui. Je pense que c'est une femme d'aujourd'hui, c'est en tout cas une héroïne que j'ai voulu, une héroïne libre, qui fait un choix libre. Alors cette Lucie donc, qui décide de tenter cette aventure de la relation sexuelle tarifée, elle le fait très facilement. L'auteur, le narrateur dit au fond aujourd'hui c'est à la portée de tous et de toutes. Oui, je pense que ça, bon, c'est un roman, c'est une fiction, donc c'est pas un essai sociologique, mais je pense que c'est une réalité qu'on peut constater maintenant, et spécialement depuis les nouveaux moyens de communication qui existent, Internet et Facebook, etc. Mais vous vous interrogez quand même beaucoup sur le statut, la place de la femme aujourd'hui, dans une société qui reste, selon vous, très machiste, très dominée par les hommes. Je ne dirais pas forcément qu'elle est dominée par les hommes, mais une femme qui veut prendre son destin en main, comme celle que j'ai essayé de décrire ici, peut le faire, mais elle doit s'attendre à rencontrer pas mal d'embûches, disons. L'une de ces embûches, c'est quand l'amour se pointe. Et là, ça reste finalement un thème effectivement intemporel, universel. C'est vrai, ça me rappelle en fait le roman précédent que j'ai écrit, L'homme sans bagage. L'amour, c'est toujours le petit grain de sable qui n'est pas maîtrisable. Oui. Avec toujours également, que ce soit à travers celui-ci, Le Prix des âmes, L'homme sans bagage, La douceur du corset aussi, L'atelier de la chair, l'importance du corps aussi. Ce corps qui véhicule pas seulement nos sentiments, mais qui nous place au milieu du monde. Oui, certainement. L'importance du corps, l'importance du vrai corps, j'aurais envie de dire. Le corps, pas celui qui est standardisé et formaté, le corps réel avec son âge et ses qualités, ses défauts. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est l'importance de l'argent dans ce livre. Alors cet argent qui facilite ou parfois qui est un frein à ce genre de sentiments, de relations? C'est un argent en tout cas qui pose le cadre. C'est l'argent qui définit le cadre, que ce soit chez le thérapeute, le psychanalyste, ou chez la jeune femme qui pratique la prostitution occasionnelle. Et au fond, il n'y a pas trop de différence entre cette transaction avec un psy et celle avec un client? Mais ça m'a amusé de jouer sur cette comparaison. En effet, est-ce qu'il y a des différences? Quelles sont les différences et quelles sont les similitudes entre payer pour partager une intimité physique et payer pour partager une intimité psychologique, disons? Il faut être sobre, précis dans son écriture, avec des sujets qui laissent la porte ouverte à peut-être des débordements. Est-ce qu'il faut justement maîtriser son écriture dans ces sujets?
Bon, ça c'est une tendance naturelle, je dirais. Je ne peux pas faire autrement, j'écris comme ça, mais c'est vrai que j'aspire à la précision en fait et à une certaine forme de réalisme quand je décris des choses qui pourraient donner lieu facilement, oui, à des débordements. On explore quoi? Vous explorez quoi, vous, de vous-même? On explore le désir, on explore, c'est la curiosité en fait. Je crois que c'est le grand moteur, c'est un des moteurs de Lucie, c'est le moteur du docteur aussi, et c'est le mien très souvent. Et la grande difficulté et la réussite de Lucie, c'est de trouver toujours ce désir dans ce qui nous semble être justement le pays du non-désir, c'est-à-dire de cette relation très mécanique, tarifée. Il y a du désir pour autant. Il y en a parfois. Je crois que la différence qu'on voit ou qu'on imagine entre une relation tarifée et une relation pas tarifée, mais pas forcément amoureuse, n'est pas aussi énorme. C'est comme s'il y avait du désir et de la joie forcément dans une relation non tarifée et de l'horreur et de la honte forcément dans une relation tarifée. Je pense que les choses sont plus floues, plus subtiles et plus nuancées très souvent. Ça s'appelle Le Prix des âmes, Emmanuel Paul, chez Finitude, une petite maison d'édition à laquelle vous restez fidèle. Oui, une très bonne maison d'édition bordelaise. Merci beaucoup. Merci. Alors l'auteur dont je vais vous parler à présent, eh bien, c'est un auteur belge, Bernard Isler. Voici le dernier album qu'il a scénarisé mais non pas dessiné. C'est l'auteur de la série Sambre, série extrêmement connue qui a fédéré plusieurs centaines de milliers de lecteurs depuis une trentaine d'années maintenant. Ici c'est un spin-off comme on appelle ça, c'est-à-dire une partie qui est rattachée à la série mère et que lui ne dessine plus, mais il dessine toujours la série mère. Alors Sambre, c'est une série qui nous raconte l'histoire, le destin très particulier d'une famille atteinte d'une sorte de malédiction, la malédiction des yeux rouges. Ça se passe sur fond de révolution, non pas la révolution française de 1789, mais celle de 1848, un peu plus tard. On est donc en France et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Bernard Isler vient d'être adoubé officier des arts et des lettres par la France. Alors Bernard Isler, eh bien, il nous parle de son travail, ici à Tour et Taxi, mais sans le vent. Bernard Isler, ça sert à quoi le dessin? Ça sert à ne pas déprimer, je crois, d'abord. C'est vraiment... moi, je disais à ma fille qu'il fallait s'ennuyer dans la vie et qu'il n'y a que quand on s'ennuie qu'on a envie de dessiner et que les enfants à qui on donne des jouets tout le temps, ils n'apprendront jamais à dessiner. Et je crois que toute mon enfance a été ça. Je m'emmerdais tellement qu'il fallait que je remplisse cet espace vide avec ce monde que je trouvais vraiment horrible. Il fallait que je réponde à ça. Je pense que les romanciers du 19e siècle que j'ai lus quand j'étais jeune avaient un peu ce rôle des dessinateurs de bande dessinée, à raconter des histoires avec des personnages, à mettre en scène le réel pour le bourgeois qui ne savait pas trop ce que c'était, à travers des personnages, des situations pour faire pleurer Margot et parfois dans historique, etc. Donc je me suis nourri de ça, oui, effectivement. Mais je crois que je suis un vrai bâtard, quoi. En fait, un vrai bruxellois, un vrai zinequeux. Le zinequeux de la BD. Oui, je revendique, hein, complètement. Hein. Je ne suis pas vraiment dessinateur, pas vraiment écrivain, ni l'un ni l'autre. Je fais de la BD, et si je n'avais pas fait de la BD, j'aurais fait un truc tout aussi bâtard qu'est le cinéma. Tu vois, j'aime bien les trucs qui ne demandent pas une étiquette, où on sort un peu du préformaté. Je suis un enfant de 68, quoi. J'ai eu de la littérature et puis il y a la découverte du théâtre. Et le théâtre, c'est vraiment le grand moment. Parce que c'est de la littérature, le théâtre, on l'oublie, mais c'est d'abord toujours un texte. Mais il est mis en scène avec des comédiens, etc. Et les grandes émotions de ce moment-là, c'est d'abord le théâtre. Et les grandes pièces, c'est les grands auteurs, c'est Shakespeare, c'est Rostand avec Cyrano de Bergerac, ça m'enflamme. Et si j'avais une volonté de faire en BD, c'était d'abord recréer ça. Donc on est déjà éloigné de la littérature, parce qu'il y a ce rapport graphique. Mais l'ennui est que Shakespeare, c'est bien, mais ça a un côté un peu éternel. Et à un moment donné, tu te demandes pourquoi tu fais ça dans un siècle qui, quelque part, ne laisse plus tellement de place au dessin, quand tu as un peu de connaissance de la peinture contemporaine qui a complètement déstructuré la figuration. Tu te dis, pourquoi est-ce que moi je dessine, quoi? Et donc, tu cherches la spécificité de la bande dessinée et tu commences à t'intéresser au temps présent, quoi, en disant, voilà, qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, dans ce siècle? Qu'est-ce que je peux raconter de ce siècle? On m'a appris à l'école que l'artiste était toujours le miroir de son temps. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, voilà.
arrive le truc le plus bâtard du monde, qui est l'informatique et Internet. C'est formidable. Là, il y a tout qui se mélange. C'est vraiment les cathédrales hallucinées de Allen Ginsberg, le reste des années 60, qui se présentent. Et donc, je plonge là-dedans en me disant, chouette, surtout pas la Bible, quoi. Surtout pas le récit cadré avec un début et une fin. Au début, il y a Dieu, à la fin, c'est l'Apocalypse. Non. Et là, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, la seule manière de me prendre au dépourvu et de ne pas faire du sombre, c'est de faire l'inverse. Je dessine des images, les images qui me viennent du XXe siècle. Je pars des photographies parce que les photos, et c'est de la photo de reportage, je précise, c'est-à-dire des moments volés au présent. Capa, etc. Enfin, voilà, les grands moments. Les grands maîtres. J'ai fait ces dessins et j'ai essayé d'y trouver progressivement un sens et de construire une image, un portrait, voilà, un portrait du XXe siècle. Pas l'histoire du XXe siècle, le portrait. Je ne sais pas si on peut encore offrir du rêve. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle où l'histoire se réduit, les gens veulent de moins en moins savoir ce qui s'est passé avant. On est de plus en plus dans l'actu, ici et maintenant. Qui se pose encore la question du sens? Eh bien, je crois qu'il n'y a que les artistes qui sont là pour donner du sens aux choses. Et le dessin, c'est une manière de, sans juger, de donner du sens à ce qui nous arrive. Merci Bernard. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien lire l'hiver. Michel, parmi les auteurs que vous aviez envie de rencontrer lors de la dernière foire du livre, et dont vous avez fait l'interview, on va la voir dans quelques minutes, il y avait l'auteur sud-africain par excellence, Deon Meyer. Mais oui, ça c'est vraiment le chef de file du polar sud-africain. On va en reparler dans un instant, mais vous avez amené un autre livre sud-africain qui lui-même est d'un auteur français. C'est pourquoi ce choix? C'est parce qu'il n'y a pas d'autres sud-africains que lui? Alors il y a plein de sud-africains, je pense Roger Smith, Mike Nicol, Lauren Buckes, qui sont vraiment des auteurs à suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique du Sud s'inspire aussi des auteurs français. Bon, Caril Ferret et Zulu, on en a souvent parlé, je vous en ai souvent parlé. Mais par exemple, Frédéric Couderc avec Un été blanc et noir, qui n'a pas vraiment intéressé la critique, mais par contre qui a vraiment trouvé son public chez les lecteurs et les libraires. Parce que c'est un genre particulier de polar, c'est le polar romantique. Le polar romantique. Voilà, c'est d'abord une grande histoire d'amour, puisqu'on est dans le swinging Cape Town, donc fin des années 60, 1968. Dans la ville du Cap, une jeune Française vient pour donner des cours de français à l'université et on va suivre sa vie, son émerveillement face à un pays fabuleux et aussi ses chocs culturels constants dans un pays qui vit l'apartheid, devant des classes d'étudiants exclusivement blancs sauf un noir, parce qu'on l'accepte lui, ce genre de choses. Et de fil en aiguille, eh bien, on va suivre toutes les relations qu'elle a avec des Afrikaners, avec différents personnages et une grande histoire d'amour. Ah oui, d'où le polar romantique. D'où la dimension romantique. Voilà. Et avec son amoureux, ils ont décidé d'avoir un grand plan, à savoir libérer Mandela. Donc il y a la dimension polar, mais c'est d'abord et avant tout une forme de, entre guillemets, comédie romantique. Et c'est pour ça que le public a vraiment suivi, et peut-être pas les polars 2, mais au final, ça se lit très bien et c'est un chouette plaisir de lecture. Voilà, ça c'était pour votre conseil du moment. L'auteur connaît très bien l'Afrique du Sud puisqu'il était envoyé spécial là-bas comme journaliste pendant plusieurs années. Un mot de Deon Meyer avant qu'on le retrouve avec vous en interview. Deon Meyer, d'ailleurs, d'abord, attention, à l'inverse, c'est très violent puisque ça parle de l'Afrique du Sud vue par un Africain du Sud. Et à travers son œuvre, des premiers romans où on parle de l'apartheid, de l'Afrique du Sud, des mercenaires, des trafics de diamants, au dernier comme Cobra, où on parle des règlements de compte au sein de l'ANC, des magouilles politiques, des héritages mal passés, et ainsi de suite. On revit en fait tout un pan d'histoire et c'est vraiment une œuvre avec un grand une et un grand œuvre et c'est monumental. Et lire du Deon Meyer, c'est presque indispensable pour comprendre le pays. Eh ben regarde ça. Deon Meyer, pleased to meet you here in Brussels. C'est un grand honneur, merci beaucoup. Oh, on va faire l'interview en français. Non, s'il vous plaît, mon français c'est terrible. Alors, pas de questions, mais des images. J'ai choisi des images pour vous et je vous laisse en parler. Oui. Ah, the old and the new South African flags. You know, the funny thing is that when the old flag was still flying, I was not able to be a writer. It was only in the new South Africa, after the big change to democracy, that I was able to start writing and to have a writing career. I think I was Nelson Mandela's biggest fan because he changed my life on such a basic level as allowing me to have a writing career. The Bush War. I was in the military myself in the late 70s.
My generation of Afrikaners went through a very similar experience. The propaganda told us that we were fighting against communism, fighting against the red oppression, the red danger, as the Russian presence in Africa was known. It was only many years later that we realized that we were all fooled. The damage that was done by this war, like I think any war, is so huge amongst Afrikaans men in South Africa of my generation. We often talk about it. I've just made a movie. I've just produced a film that covers that really talks about the post-traumatic stress syndrome and the damage that war did to us as a society and to us as a country. Yeah, this is the Marikana shootings. It's probably the worst time for our police services in the new South Africa. And I think the reason was that they were just simply not prepared for what was going to happen. You know, it's been 20 years since the end of apartheid. During apartheid, we had lots of demonstrations, very violent demonstrations, and the police had a lot of practice in handling big crowds. For 20 years, we had a very peaceful country with no violent demonstrations, and the police were absolutely unprepared for that. It was a tragic thing. Real world crime is hardly ever inspiration for a crime author. Whether you go to Norway or to Belgium or to France or to America or to South Africa, all crime has a very similar texture. 85% of crime in any society, anywhere in the world, happens in the disadvantaged communities, the impoverished communities, is mostly drug and alcohol related and is domestic in nature. There's nothing that I or any other crime writer can get as inspiration from that. It's just tragic, it's just sad. And this as well is sad. There's no mystery here, crime fiction needs to be sexy and interesting and mysterious. There's nothing sexy or mysterious about this. It was just tragic. It was just a sad thing that happened. Writing. First of all, I have to say that I don't write with a pen. One of the greatest inventions to my mind is the personal computer, because if it wasn't for that, I would not be able to write. The great thing about working on a computer and a word processor is that you can change. You don't feel as captured by what you had written down by hand. So I had this wonderful conversation with a tennis coach the other day, and he explained his philosophy about tennis to me, and he said, tennis is really a series of problems that you have to solve. Your opponent asks you certain questions, and you must have the answers. Now, to me, the writing process is very much the same. The book is constantly asking you certain questions. It is presenting you with certain problems. You have to get your characters, you have to develop them, you have to get them from point A in the book to point B. So there are a lot of problems that you have to solve, a lot of questions that you have to answer. And for me, I don't plan my books too much. I really like the books to happen as I write them, to a certain extent. You know, you have to plan, you have to know more or less where you're going, but I don't like to over-plan my books. My books in French. This is probably one of the most thrilling things to see for me. When I started out as a writer, I had absolutely no idea that my books would be translated one day. I was just so happy to have a book published in Afrikaans that I never thought that there would be a chance. You must remember, I grew up under apartheid. Under apartheid, we were isolated. There were sanctions against South Africa. We were exorcised from the international world, also international literature. So for me, I had no concept of what it was to be a translated writer. So I had no dreams in terms of being published overseas. It is just such a huge privilege and an honor to be published in other languages and to have readers in other countries, in other cultures, and in other languages. Sometimes I have to pinch myself to make sure that it's reality, that it's true. My very good friend Mike Nicol, Lauren Beerkus, Roger Smith, they are South African authors that are doing very well internationally. I think Lauren Beerkus probably the most successful South African author of her generation, a younger generation coming through. And I think what all of this means is that South Africa is such a fantastic place for stories. We have a great storytelling culture. We have such a dynamic environment on which to tell stories.
The one thing that is sad about this picture is that these are all white authors. We have a new generation of black authors coming through in South Africa. The developments in South African literature in the past 5 years has been so incredibly exciting. And I really hope that next time I'm on the show that there will be the covers of young black South African authors who are doing very, very well. Merci. Merci pour tout. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. Merci et bonne journée. Thank you for having me on the show. Alors Myriam, je ne vais pas vous étonner en vous disant que l'un des thèmes de l'année, ça a été la liberté d'expression, puisque cette année a commencé, je vous le rappelle, avec les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier. Et il y a 2 livres que j'ai retenus parce que je pense qu'il faut pouvoir y revenir d'une certaine manière. Curieusement, ils sont tous les deux le fait de juristes et non pas de journalistes. Il y a le juriste de la RTBF, Stéphane Houbeck, qui propose la liberté d'expression pour qui, pourquoi, jusqu'où. C'est chez Antémis. Donc là, c'est vraiment l'aspect purement juridique, on va dire, ou légal de la chose. Et puis il y a Emmanuel Pierrat, avocat, donc pas juriste mais avocat, lui spécialisé dans tous les domaines, notamment de tout ce qui est interdit, qui s'est toujours intéressé notamment aux enfers des bibliothèques, donc il aime bien ce genre de choses. Et il dit la liberté sans expression, point d'interrogation, jusqu'où peut-on tout écrire, dessiner et dire? Voilà, ça c'est chez Flammarion, question que s'était posée Philippe Geluck en son temps. Pour tous ceux qui veulent creuser un peu l'actualité, parce que j'ai pensé à eux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement aussi. Il y a ce livre assez étonnant, Le viol, une arme de terreur. Alors, c'est évidemment un sujet qui fait un petit peu peur, qui est un peu rebutant. Un bon cadeau pour Noël, ça. Oui, je sais. Alors, il n'y a pas que Noël, il n'y a pas que l'arbre, le pied du sapin. Vous avez tous entendu parler du film avec ce docteur Denis Mukwege, qui est un médecin africain, qui est congolais. Eh bien, il y a ici à la fois des textes comme ceux de Jean Bofan qui sont de la fiction, à la fois des textes purement journalistiques comme le texte de Colette Brackman, et puis aussi des textes médicaux. Donc on a vraiment mélangé les genres, ce qui est assez rare dans ce genre de bouquin. Et puis dans le même genre, un collectif, Le Peuple des Lumières, qui est paru chez Caire. Là c'est plus pour les plus jeunes. Tous les thèmes de l'année, ils sont, donc on a terrorisme, fondamentalisme, droits des femmes, asile, extrémisme et sécurité, tous traités par des écrivains belges, dont Bernard Thirtiot, Vincent Engel et encore d'autres. Et puis pour les plus jeunes, encore beaucoup plus jeunes, eux c'est nous. Ça, c'est vraiment une initiative de tous les éditeurs de jeunesse qui ont demandé à Daniel Pénac de faire un texte original qui est illustré ici. Et je terminerai cette longue énumération par La Marche des Ombres, qui est un très 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 beau livre qui reçoit le prix du livre politique 2015, qui est une réflexion sur les enjeux de la migration par François de Smet. Voilà. C'est toujours bien du François de Smet. Plein de choses vraiment pour approfondir un peu tous ces thèmes. Et puis pour ce qui est du pied du sapin, moi je vais vous faire confiance à vous. Vous allez nous proposer des choses beaucoup plus littéraires. Littéraire, pas forcément plus léger, parce qu'on commence avec un roman noir qui s'appelle Une jolie fille comme ça, de Alfred Heiss. C'est paru en 1958 et ça nous arrive seulement maintenant en français. Incroyable. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas la presse française est assez unanime et parle de révélation de la rentrée littéraire. Et effectivement, c'est un bouquin qui a même des allures de livre culte, quoi. Roman noir, un peu Golden Hollywood, très vénéneux, avec un scénariste très très cynique et une jeune femme très très perdue qui se rencontre un jour sur une plage. La jeune femme est une aspirante actrice, elle n'y arrive pas. Lui, il est déjà très très loin dans sa vie. Et il la voit marcher vers la mer, pénétrer dans l'eau. Il croit qu'elle est là pour nager, pour faire une petite brasse. Mais non, elle est là pour se noyer, pour se suicider. Il va la sauver, il va la réanimer. Et il va commencer entre eux une passion amoureuse extrêmement destructrice, toxique, qui va faire ressortir les pires côtés de l'un et de l'autre, jusqu'à une espèce de climax qui glace vraiment le sang. C'est très amusant parce que c'est un bouquin d'une noirceur abyssale, d'un cynisme abyssal, alors que c'est écrit en 1958. 1958, c'était un peu l'époque Je vais bien, tout va bien, me semble-t-il, je ne l'ai pas connu. En Belgique, c'était la grande époque de l'expo. Mais tout à fait. On avait l'impression que le monde était... tout était possible. D'un optimisme échevelé, et ça, c'est vraiment d'un pessimisme échevelé. J'ai adoré, ça s'appelle Une jolie fille comme ça, c'est paru chez Gallimard, des dizaines d'années après son écriture. Alors, puisqu'on parlait d'actualité tout à l'heure, je vais vous donner la définition du djihadisme selon Bruno Coppens. Pourquoi? Vous le connaissez, Bruno Coppens, vous êtes à la radio avec lui tous les samedis matins, parce qu'il sort son ludictionnaire. Et le ludictionnaire, eh bien, nous en avons quelques-uns à vous offrir, à vous, spectateurs. Et j'ai retenu cette définition parmi d'autres. Vous savez très bien qu'il aime jouer avec le sens des mots, mais revenir toujours au sens premier aussi en jouant avec les mots. C'est ça qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est que c'est jamais gratuit. Donc le djihadiste plutôt, c'est un converti prêchant plus haut que son culte et qui, sans crier guerre, vous vante
tous ces produits antioxydants. Voilà, c'est une de ces fausses définitions où c'est plus à se perdre notre ami Bruno Coppens grâce aux éditions Racine. Eh bien, nous en avons plusieurs pour vous. Il y en a 3 pour vous. Et puis, toujours chez Racine, en coproduction RTBF, 40-45, Apocalypse en Belgique, Mémoire familiale. Voilà, ça c'est pour les cadeaux. Et puis, il y a encore des cadeaux que vous pouvez faire à vos amis, grâce notamment à vos propositions, Myriam. Absolument. Kerry Hudson, La couleur de l'eau, le tout frais prix Femina étranger. Jeune auteure écossaise de 35 ans qui écrit sur la marge et sur la classe ouvrière anglaise, qu'elle trouve très maltraitée dans les médias, dans les romans, etc. Elle a décidé de lui rendre ses lettres de noblesse, la noblesse des petits. Tout est petit dans ce livre, c'est presque une aquarelle, c'est presque pas comme passé ici, au détergent. Ici, tout est grand. Oui, c'est ça. C'est le contraire de l'endroit où on est, qui est très grand, très grandiloquent. Ici, c'est vraiment extrêmement délicat. Et donc, c'est 2 personnes qui ont bossé par la vie, qui se rencontrent. Il est vigile dans un grand magasin. Elle est russe, elle est sans papier. Elle vient essayer de piquer des chaussures. Et voilà, une relation amoureuse très délicate, très tendre se noue entre eux. Donc ça a l'air d'un truc romantique, un peu fleur bleue comme ça, sauf qu'ils ont tous les deux un pédigré vraiment très lourd. Elle, c'est une ancienne prostituée, elle a participé, elle a été victime d'un trafic d'êtres humains. Lui, il vient d'une classe ouvrière absolument déclassée, sinistre total dans sa vie. C'est assez lourd quand même comme livre, c'est très beau, c'est très romantique. C'est à lire. On met du temps à rentrer dedans quand même parce que ça commence très fleur bleue, des trucs fleur bleue on a lu des tonnes et puis ça commence à devenir de plus en plus poignant, de plus en plus dur et c'est là qu'évidemment mon mauvais esprit trouve ça formidable. Voilà. La couleur de l'eau, Kerry Hudson. Vous n'êtes pas une grande fan des livres très drôles, Myriam. Mais bon, non, je n'aime pas l'humour, je n'aime pas rire. Bah, si vous aimez l'humour, quand c'est vous qui le maniez. Alors, moi je voudrais juste pour les fans de BD qui se demandent quoi offrir à Noël, proposer peut-être un de ces 2 livres qui ont tous les deux la même particularité, c'est d'aller se glisser derrière ce qu'on voit dans les bandes dessinées. Et souvent, on oublie de passer derrière pour voir quel est le travail. Alors, c'est parfois peu intéressant, mais chez certains auteurs, comme Guarnido, qui est le dessinateur de Black Sad, c'est passionnant, évidemment, d'aller dans la cuisine, hein, dans l'arrière-cuisine, même voir le storyboard, voir tous les croquis préparatoires. C'est fait en plus sous forme d'enquête, donc avec un texte de son scénariste, qui est donc aussi le scénariste récent de Corto Maltese et Diaz Canales. Et puis, tout le monde connaît, ou presque tout le monde connaît Blake et Mortimer, et particulièrement les 3 formules du professeur Sato, qui est un album qui a une particularité, c'est que Bob Demore en a fait le 2e album, c'était un diptyque, hein. Donc le premier c'est Jacobs qui le fait de son vivant, et puis Bob Demore va terminer l'œuvre. Et bien ici, les éditions Blake et Mortimer proposent pour la première fois d'avoir l'ensemble de l'album comme l'avait conçu Jacobs, c'est-à-dire sous forme d'esquisses préparatoires, de storyboard. Donc ce sont vraiment tous les découpages originaux qu'on peut enfin découvrir. Alors c'est pour un peu amateur de bande dessinée éclairée, mais c'est toujours intéressant d'aller voir sous le capot ce qui se passe. Je le dis parce qu'il y a une voiture qui passe derrière moi pour un moment. Et voilà, et nous on ira voir aussi sous le capot la semaine prochaine, hein, on sera toujours ici à Tour et Taxi avec d'autres propositions, et vous y serez aussi Myriam, pour quelques dernières propositions à mettre au pied du sapin et beaucoup de cadeaux, vous le verrez. Et puis on vous souhaite d'ici là d'excellentes lectures.